Depuis quand un simple câble débranché suffit-il à faire vaciller la Maison-Blanche et la City de Londres? Cette scène capturée en direct, le micro d'Ibrahim Traoré, brutalement muet au moment où il s'adresse aux plus grands dirigeants mondiaux. L'explication officielle parle d'une panne technique, d'un malheureux incident de signal. Mais qui croit encore au hasard lorsque le silence tombe précisément à l'instant où le discours s'apprête à déraper? Ce n'est pas une maladresse, mais une censure assumée, opérée à visage découvert, sous les projecteurs du sommet du G20GT. Traoré n'était pas là pour répéter les formules attendues. Il préparait une dénonciation qui allait bien au-delà de la critique ordinaire de l'Occident. Sa cible n'était autre que Cyril Ramaphosa, président sud-africain, frère de continent, icône respectée, et, ce jour-là, accusé de trahison. La stupeur s'empare de la salle. Jamais, depuis des décennies, un dirigeant africain aussi jeune n'avait publiquement pointé du doigt l'un des siens, l'accusant d'avoir sacrifié l'avenir du continent sur l'autel de ses intérêts personnels. Ce moment n'est pas anodin. L'accusation ne vise pas uniquement l'Occident, elle révèle un pacte tacite entre une élite africaine complice et les puissances étrangères. L'apparence des costumes, la langue diplomatique, tout s'effondre. La jeunesse ose, pour la première fois depuis des générations, rompre la loi du silence et mettre en péril les fondements d'un ordre mondial construit sur la soumission. Réduire Traoré au silence, c'est protéger bien plus qu'un homme. C'est préserver un système où la pauvreté africaine garantit la prospérité occidentale, où la voix des jeunes est muselée pour que les marchés ne s'affolent pas, où la révolte d'un petit pays ne menace pas la valeur du dollar ou de l'euro. Si la vérité éclate, le statu quo vole en éclats, les milliards de profits bâtis sur le dos des Africains, la sécurité des multinationales, la stabilité sociale des capitales occidentales, tout s'effondre. Alors pourquoi risquer un sabotage aussi voyant plutôt qu'un simple débat? Parce que ce que Traoré s'apprêtait à dévoiler menaçait non seulement la réputation du président sud-africain. Cela risquait surtout de réveiller une jeunesse décidée à reprendre son destin et de propager l'onde de choc jusque dans les temples de la finance à Londres et New York. Ramaphosa, le gardien du portail, exposé devant ses pairs, c'est l'ultime cauchemar des puissants. Ce n'est pas un accident. C'est le réflexe désespéré d'un système à bout de souffle. Si la vérité filtre, si la jeunesse africaine refuse d'être trahie encore et encore, ce sont les équilibres économiques, politiques et même psychologiques de la planète qui vacillent. Voilà pourquoi un simple micro coupé fait trembler les palais présidentiels et les tours de la finance mondiale. Pour mesurer la portée de cette rupture, il faut remonter à l'origine du conflit. Qui manipule vraiment les ficelles et pourquoi ce face-à-face était-il inévitable? Pour comprendre comment ce choc a pu se produire, il faut explorer les coulisses du pouvoir africain et international. Quels secrets relient Traoré, Ramaphosa et les véritables maîtres du jeu? Ce qui s'est joué à la table du G20 n'était pas seulement un incident diplomatique. C'était une collision de mondes, un point de rupture pour deux Africains, deux visions irréconciliables, deux générations qui s'affrontent et une fracture trop profonde pour être étouffée par les micros ou les flashs des journalistes. D'un côté, Cyril Ramaphosa. Pour l'Occident, il incarne le rêve africain. Élégant, posé, milliardaire, diplomate formé dans les cercles du pouvoir global. Héritier de la lutte contre l'apartheid, il rassure les investisseurs et offre l'image d'une Afrique sage, disciplinée, prête à s'intégrer dans le grand jeu mondial. Beaucoup veulent croire qu'il est la preuve vivante que l'Afrique peut réussir sans bruit, en patientant dans la salle d'attente des puissants. Mais derrière ce sourire polissé se cache une réalité amère. Ramaphosa symbolise aussi cette élite africaine qui a perdu le contact avec la base. Il arpente plus les couloirs feutrés de Davos que les ruelles poussiéreuses de Bamako. Pour lui, la note des agences de crédit compte davantage que la pénurie d'eau dans les villages du Sahel. Son assurance rassure Wall Street, mais glace le sang des jeunes qui veulent autre chose que la continuité. En face, Ibrahim Traoré. Moins de 40 ans. Le regard marqué par la fatigue du terrain, la parole brute, le geste direct. Il n'a rien d'un diplomate traditionnel. Son uniforme sent la poudre, ses mots claquent donc sans détour. Il porte la mémoire de Thomas Sankara, la colère de Lumumba, la rage d'un Sahel trahi. Traoré n'est pas là pour demander une place. Il exige une remise à zéro total. C'est le choc frontal de deux visions. L'ancienne, patiente et prudente, qui croit encore à la réforme de l'intérieur, la nouvelle, radicale, qui refuse toute compromission. Ici, il n'y a plus de place pour les demi-mesures. Soit on maintient le système, soit on le renverse. Ce qui rend la scène insoutenable, c'est la blessure de la trahison entre Africains. Elle fait plus mal que celle venue d'ailleurs.
Voir son propre frère ouvrir la porte à l'oppresseur, entendre son président justifier la misère au nom de la stabilité, c'est une douleur qui ne se referme pas. Depuis trop longtemps, la dépendance est entretenue par des élites africaines qui, sous le masque de la modernité, protègent en réalité les intérêts étrangers. Elles clament l'émancipation mais organisent le contrôle. Elles promettent le progrès mais perpétuent la domination. À chaque sommet, elles orchestrent la continuité du pillage, tout en dénonçant la colonisation pour la galerie. Continuer ainsi, c'est garantir la pauvreté, la confiscation de la souveraineté et la domination soigneusement emballée sous le nom de coopération économique. Pour l'Afrique, l'enjeu est la dignité. Pour chacun de nous, c'est l'avenir même, le coût du carburant, l'accès à la technologie et surtout l'espoir que le continent change enfin de cap. Mais quelle vérité Traoré a-t-il donc osé dire, pour que le monde préfère couper le micro plutôt que d'écouter? Qu'a-t-il dénoncé de si explosif qu'il faudrait cacher même aux Africains eux-mêmes? Pour comprendre la violence de la scène, il faut revenir sur l'instant précis où tout a basculé. Ce n'est pas seulement ce qui a été dit, mais ce que cela a révélé sur le fonctionnement caché du pouvoir. 10 accusations, 10 gifles. Chacune dévoile un crime presque parfait. La dépossession méthodique du continent africain, légitimée par des signatures et des discours sur le développement. L'Afrique pillée à visage découvert, avec la complicité active de certains de ses propres dirigeants. Première accusation, les accords économiques entre l'Union européenne et l'Afrique. Sous prétexte de partenariat, les marchés locaux sont submergés par des produits européens subventionnés. Les usines africaines ferment, le chômage explose, tandis que les bénéfices s'envolent vers Paris et Bruxelles. Deuxième coup, l'esclavage par la dette. Les élites africaines protègent leurs cotes auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, laissant les hôpitaux vides et les écoles délabrées. Le peuple paie 2 fois, par ses impôts et par sa dignité sacrifiée pour rassurer Moody's. Troisième accusation, l'hypocrisie climatique. L'Occident exige la sobriété énergétique mais continue de rouvrir ses mines et ses centrales à charbon. L'Afrique, responsable de moins de 3% des émissions mondiales, se voit interdire tout développement au nom d'un climat qu'elle n'a pas détruit. Quatrième point, la spoliation des ressources. Les traités miniers favorisent systématiquement les multinationales étrangères. L'uranium du Niger, le cobalt du Congo, l'or du Mali quittent la terre d'Afrique sous escorte militaire étrangère, laissant la misère derrière eux. Cinquième accusation, la sécurité sous-traitée. Les troupes étrangères, installées pour lutter contre le terrorisme, voient paradoxalement les groupes armés se multiplier autour de leur base. Les contrats de sécurité enrichissent l'extérieur. L'insécurité s'installe dans le Sahel. Sixième coup. La solidarité détournée. L'Union africaine, censée garantir l'unité et la souveraineté, sanctionne ceux qui refusent de plier devant Paris ou Washington. Les résistants deviennent des parias, l'unité africaine un mirage pour empêcher l'émancipation réelle. Septième accusation, le cloisonnement. La libre circulation sur le continent reste un rêve. Les frontières de coloniales divisent dans les peuples et brident dans la naissance d'un marché intérieur africain capable de rivaliser. Huitième point, la colonisation monétaire. Le franc CFA, contrôlé depuis Paris, soumet des millions de vies à une politique étrangère. Toute tentative de monnaie africaine est torpillée et le dollar écrase les alternatives. Résultat, une Afrique prisonnière d'un système qui ne lui appartient pas. Neuvième accusation, la perte culturelle et la fuite des cerveaux. Les jeunes formés quittent le continent, enrichissant l'Europe ou l'Amérique. L'histoire, les langues et les savoirs africains disparaissent, remplacés par des modèles importés. Dixième et dernière accusation, la trahison de la jeunesse. Éducation sacrifiée, chômage endémique, rêves étouffés au nom d'une stabilité illusoire. La jeunesse, pourtant moteur démographique du monde, est empêchée de bâtir son avenir. Si ces vérités éclatent, c'est l'équilibre du système mondial qui vacille. L'enjeu dépasse l'Afrique, il concerne tous ceux qui, directement ou non, profitent de ce pillage organisé. Pourtant, ce ne sont plus seulement des mots. Au sommet du G20, le face-à-face entre Traoré et Ramaphosa va forcer chacun à choisir son camp. Et si demain, l'Afrique osait enfin dire non? Si soudainement, le continent décidait d'abandonner les règles dictées par d'autres et d'imposer les siennes? Ce rêve longtemps perçu comme une utopie commence à s'enraciner dans l'imaginaire d'une jeunesse hyperconnectée, portée par des voix comme celle d'Ibrahim Traoré. Des vidéos virales enflamment les réseaux, du Caire à Kinshasa, de Dakar à Johannesburg. Depuis des générations, l'Occident considère l'Afrique comme une terre docile, divisée, prête à céder ses richesses aux plus offrants.
Mais imaginez un instant une Afrique soudainement unie qui fixe ses propres prix, bloque l'exportation de ses minerais stratégiques, impose ses conditions ou ferme la porte à ceux qui bafouent sa souveraineté. Ce scénario, cauchemar absolu des capitales occidentales, n'est plus une fiction. Les jeunes Africains ne veulent plus des compromis de leurs aînés. Ils rêvent d'une monnaie unique, adossée à l'or, gérée par et pour l'Afrique. L'ère du franc CFA, du dollar ou de l'euro comme étalon imposé prendrait fin. Une monnaie solide, incorruptible, capable de bouleverser l'équilibre mondial. Imaginez les conséquences. En quelques jours, les marchés seraient secoués par une onde de choc inédite. L'inflation grimperait en Europe et en Amérique du Nord. Les matières premières deviendraient plus rares, les usines ralentiraient, les prix exploseraient en spé dans les rayons des supermarchés de Paris, Londres ou New York. Ce ne serait pas seulement la fin d'un certain confort, mais l'effondrement d'un équilibre fondé sur l'exploitation silencieuse de l'Afrique. Pour la première fois, les puissants de Wall Street, de la City ou de Francfort seraient impuissants. Impossible d'acheter le silence des nouveaux dirigeants africains. Impossible de menacer, de manipuler les marchés ou d'intervenir militairement. Les leaders sont jeunes, imprévisibles, soutenus par des millions de citoyens qui ont grandi avec Internet et la mémoire brûlante de leurs ancêtres spoliés. C'est là que le véritable basculement aurait lieu. Le Sud global, longtemps simple spectateur, deviendrait l'arbitre du jeu planétaire. L'Afrique, alliée à l'Asie et à l'Amérique latine, pourrait imposer de nouvelles règles du commerce, exiger la fin des traités léonins et remettre en cause toute l'architecture d'un ordre mondial dominé par l'Occident. Pour l'Occident, perdre la rente africaine serait bien plus qu'un revers économique. Ce serait un choc existentiel, la chute d'une domination vieille de 5 siècles et la naissance d'un nouvel ordre où la voix de l'Afrique ne peut plus être achetée, ni ignorée, ni réduite au silence. Mais ce scénario de rupture totale, aussi électrisant soit-il, soulève une question vertigineuse. Ce pouvoir africain nouveau bénéficiera-t-il vraiment au peuple ? Ou risquons-nous d'échanger une domination contre une autre, de tomber dans de nouveaux pièges, de répéter de vieilles erreurs sous des visages neufs ? Pour comprendre si cette révolution serait véritablement une libération, il faut revenir à la scène du sommet du G20. Là, sous les projecteurs du monde entier, tout a basculé. Ce combat n'est pas une abstraction lointaine. Il vous concerne que vous habitiez Ouagadougou, Paris ou Abidjan. Les décisions prises dans les salons feutrés du sommet du G20 façonnent chaque jour la vie de millions d'hommes et de femmes ordinaires. Regardez Thomas, paysan burkinabé. Pour lui, les conséquences du sommet ne sont jamais théoriques. Elles se mesurent dans le prix du sac de riz, l'accès à l'eau potable, la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école. Chaque saison, ces récoltes sont menacées, non par la fatalité, mais par la spéculation sur les marchés mondiaux, les politiques imposées à distance, l'indifférence de ceux qui signent des accords en son nom. Longtemps, on a voulu croire que la pauvreté et la souffrance étaient naturelles en Afrique. Mais la réalité est différente, elles sont le fruit de choix politiques, de compromis silencieux, de priorités inversées, où la majorité se sacrifie pour que la minorité prospère. Chaque hôpital sous-équipé, chaque école sans livres, chaque jeune forcé à l'exil sont les cicatrices de décisions humaines, non de malédictions divines. Il est temps de briser le silence, de rejeter le fatalisme. Car aujourd'hui, la voix humaine n'a jamais eu autant de portée. Quand la jeunesse se lève, quand la diaspora s'organise, quand l'indignation enfle sur les réseaux, l'invisible surgit et ceux qu'on croyait intouchables commencent à vaciller. La diaspora africaine, immense force dispersée à travers le monde, doit cesser d'être seulement une source de transfert d'argent. Elle peut devenir un véritable réseau d'influence, de veille, de pression citoyenne. Les jeunes, eux, refusent de désormais les slogans vides. Ils innovent, s'organisent, utilisent le numérique pour documenter, dénoncer, proposer des alternatives. La solidarité digitale traverse les frontières, défie la censure, relie les luttes locales aux causes globales. Mais le vrai enjeu, c'est de transformer la colère en organisation, l'indignation en stratégie. Il ne suffit plus de s'emporter dans sa cuisine ou derrière un écran. Il faut structurer des mouvements, soutenir ceux qui agissent, bâtir des alliances inédites, paysans et ingénieurs, étudiants et commerçants, la rue et les institutions. La force du vieux système, c'est d'isoler chaque voix, de réduire chaque cri à un écho solitaire. Notre défi, c'est de composer une symphonie collective. Restons lucides. Si nous restons inactifs, la roue de l'oppression broiera les espérances. La jeunesse privée d'opportunités et de repères risque de devenir une génération sacrifiée sur l'autel du confort des élites. Ici, il ne s'agit plus d'idéologie, mais d'une question de survie, de dignité, de souveraineté. La vraie question n'est plus
Que s'est-il passé au sommet? Mais que faisons-nous, maintenant que nous savons? Où vous situez-vous dans cette révolution silencieuse? La connaissance oblige, et la première étape du changement, c'est un choix. Le vôtre. Mais avant d'envisager la suite, il faut comprendre comment ce système s'est mis en place. Qui sont les architectes de cette trahison silencieuse et comment ont-ils pu agir aussi longtemps dans l'ombre? La censure a échoué. Pourtant, une question demeure, brûlante: de quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous tenir? Ils ont voulu étouffer la voix de la jeunesse africaine, mais la vérité a déjà franchi toutes les frontières. Le face-à-face entre le capitaine Ibrahim Traoré et Cyril Ramaphosa n'était pas un banal incident protocolaire. C'était l'instant précis où le masque est tombé, révélant la trahison de ceux qui prétendaient défendre l'Afrique tout en marchandant son avenir dans l'ombre. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de dénoncer l'Occident. La fracture la plus dangereuse est interne. Elle sépare deux visions de l'Afrique. D'un côté, une jeunesse qui refuse de courber l'échine. De l'autre, une génération de dirigeants qui, sous couvert de diplomatie, ont fait de la compromission une règle. À travers Ramaphosa, c'est toute une élite qui se retrouve face au miroir de ses propres choix. Mais ce n'est pas qu'une affaire de sommet international ou d'alliances secrètes. Ce qui se joue, c'est la dignité d'un continent, la valeur de ses ressources et le droit de ses enfants à écrire enfin leur histoire. Chaque litre de carburant, chaque téléphone, chaque mine exploitée en Afrique porte la marque d'un pacte silencieux. La richesse continue de monter vers le nord, la pauvreté s'enracine au sud. Pourquoi ce moment a-t-il fait trembler les palais, de Pretoria à Washington? Parce que la jeunesse africaine portée par Traoré ne veut plus des faux-semblants. Elle demande des comptes, d'abord à ses propres frères, puis aux puissances étrangères. Elle pose la question qui dérange: qui protège vraiment l'Afrique? Qui trahit? Qui résiste? Votre choix, aujourd'hui, pèse plus lourd que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit plus d'être spectateur, mais acteur, car chaque silence, chaque indifférence, chaque justification nourrit soit la perpétuation de l'injustice, soit la possibilité d'une renaissance collective. L'Afrique se lève et le monde retient son souffle. Nous sommes à la croisée des chemins, perpétuer le système ou oser le renverser. Le prochain chapitre s'écrira dans nos actes, nos choix, notre courage. Alors, à l'heure où les masques tombent, il ne reste qu'une question. Serez-vous spectateur de la suite ou artisan de la rupture?